Imaginez que sous le pavillon flottant de chaque pirate se cachait un secret plus terrifiant que n'importe quel trésor caché sous le pont, que la véritable terreur de la piraterie ne résidait pas dans sa violence ou son vol, mais dans les atrocités commises en secret, dans l'obscurité et à huis clos, mariages forcés célébrés pour le plaisir d'équipages ivres, garçons déguisés en femmes entretenus comme divertissement. Les pirates ne se contentaient pas de dominer les mers, ils construisaient un royaume flottant de terreur sexuelle. Il ne s'agissait pas de crimes ordinaires, mais de rituels, de coutumes, de symboles de pouvoir gravés dans la peau humaine. Et le plus effroyable, c'est que certaines de ces pratiques étaient aussi abjectes qu'elles ont été effacées de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Nous étions en 1661. Un navire marchand à destination de Lisbonne fut capturé par des pirates et au large des côtes barbaresques. Parmi les captives se trouvait une noble de 19 ans mariée depuis à peine une semaine. Son mari fut exécuté dès l'invasion du navire par les pirates, abattu et jeté comme un déchet. Cependant, elle fut épargnée non par gentillesse, mais pour une autre raison. Les pirates la hissèrent sur le pont, lui arrachant sa robe blanche de soie et l'attachant, pieds nus et partiellement vêtu, au grand mât, à la vue de tous. Les passagers du navire marchand, désormais soumis et ensanglantés, furent la contrainte d'observer. Femmes et enfants faisaient également partie de ce public forcé. Les actions des pirates n'étaient donc pas seulement un divertissement. Ils accomplissaient un rituel. Ce rituel visait à la dépouiller de sa dignité, de son rang et de toute trace de civilisation d'un seul coup. Le capitaine la proclama « épouse de la mer », un titre qui semblait cérémoniel mais signifiait la propriété de tous. Ce qui se passa ensuite ne fut pas un chaos, mais un acte systématique, réglé, calculé. Chaque pirate, à son tour, s'approcha d'elle, la toucha et la marqua, la traitant comme un objet sacré. Ils s'assurèrent qu'elle gardait les yeux ouverts, qu'elle restait consciente et que ses cris ne cessaient jamais. Il ne s'agissait pas seulement de désirs charnels, c'était une forme de combat psychologique. Un avertissement pour chaque captif à bord. Ici, ni bouclier, ni divinité, ni statue ne peuvent offrir le salut. Le code du pavillon noir était la seule règle. Le corps de la mariée servait de tribune, et son humiliation devenait le cri de guerre du pirate. La piraterie ne se résumait pas aux histoires romantiques de Rome et de richesse. C'était un régime de terreur flottant, où l'agression sexuelle n'était pas à considérer comme un crime, mais comme une forme de communication. Et ce n'était que le prélude. Le consentement était un concept inconnu sur un navire pirate. Les femmes n'étaient pas des voyageuses, elles étaient du butin. Dès la capture d'un navire, les pirates agissaient promptement. L'or et la cargaison étaient d'abord pris, puis vinrent les femmes. Qualifiées de prises, elles étaient présentées à l'équipage, dépouillées de leur nom, de leur dignité et de leur essence. Certaines étaient vendues aux enchères, comme des trophées de guerre. D'autres étaient réclamées sans réserve par des officiers supérieurs. Il n'y avait ni discussion, ni voix, ni libération. La résistance n'était pas la bienvenue. Elle était punie. Les femmes qui pleuraient, criaient ou résistaient étaient amenées devant l'équipage pour y être punies publiquement. L'humiliation était délibérée et sévère. Un récit français relate qu'une femme fut cousue dans la carcasse d'un cochon mort et jetée par-dessus bord pour avoir refusé les exigences d'un pirate. D'autres étaient marquées au fer rouge, symbole de propriété. Le sourire était obligatoire, froncer les sourcils pouvait entraîner la flagellation, voire pire. Certains pirates rédigeaient des contrats rudimentaires, ancrés ou tachés de sang, désignant les femmes à des membres d'équipage spécifiques pour des durées déterminées. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Il ne s'agissait pas de partenariat, mais plutôt de conditions de service. Les femmes étaient contraintes de faire le ménage, la cuisine et d'obéir, souvent sous la menace de mutilation ou de mort. À l'expiration du contrat, elles étaient confiées à l'homme suivant, leur corps étant traité comme des équipes de travail tournantes. Pour les pirates, ce n'était pas de la cruauté. C'était un aspect normal de la vie en mer. Leur code ne reconnaissait pas la moralité, seulement le pouvoir. La valeur d'une femme était uniquement déterminée par son apparence et sa soumission. Une fois à bord, elle se transformait en un bien. Pour survivre, elle devait s'adapter rapidement car la résistance pouvait être mortelle et l'obéissance était attendue avec un sourire forcé. Le drapeau noir symbolisait non seulement la cruauté, mais aussi l'absence d'alternative. Sur les navires pirates, certaines femmes n'étaient pas simplement exploitées, elles étaient mariées. Non pas par affection ou par obligation légale, mais lors de cérémonies simulées, illuminées par des torches, en présence d'un équipage bruyant et ivre. Ces événements ne constituaient pas un mariage, mais une affirmation de pouvoir. Le capitaine pirate proclamait la femme son épouse, la parait de voile volé et trinquait au rhum. Certaines femmes étaient marquées au fer rouge, d'autres tatouées, marquées de cicatrices ou contraintes de porter des symboles de propriété. Il n'y avait pas de salut.
Une fois réclamée, elle était exhibée dans des villes portuaires comme La Tortue ou Nassau comme une marchandise et non comme une compagne. En public, elle était présentée comme son épouse. Mais en privé, elle était tout autre chose. Chaque jour, elle était soumise à des rituels exigeant soumission, censés préparer les repas, nettoyer, divertir et satisfaire son mari. La résistance était hors de question. Son corps servait de gage de loyauté à son mari pirate, qu'il utilisait pour démontrer sa position parmi les autres pirates. Ces cérémonies n'avaient aucune valeur légale, mais les répercussions étaient bien réelles. Dès qu'une femme devenait l'épouse d'un pirate, son existence était annulée. Elle ne pouvait retourner dans sa famille s'il lui en restait, et la société refusait son retour. Aux yeux de sa culture, elle était considérée comme souillée. Aux yeux des hors-la-loi, elle était réduite en esclavage. Les pirates qualifiaient en cela de protection. Ils disaient que cela lui conférait un statut unique. Pourtant, la réalité était plus simple. C'était une prison ornée d'une alliance. Être son épouse signifiait qu'un seul homme, et non plusieurs, détenait l'exclusivité de ses souffrances. C'était un déguisement pour exercer un contrôle plutôt qu'une cérémonie. Et pour ces femmes contraintes à ces rôles, ce n'était pas un mariage, c'était de la servitude déguisée en mariage, un emprisonnement à vie sans échappatoire. Si les pirates sont connus dans l'histoire comme des hors-la-loi ivres, sous la façade de la rébellion se cache une réalité troublante, trop sombre pour la plupart des récits. Les jeunes garçons, capturés lors d'attaques ou enlevés dans les villes côtières, étaient souvent utilisés non comme prisonniers, mais comme jouets. Petits, faibles et facilement manipulables, ils devenaient des cibles. Ces garçons étaient affectés comme hôtesses de cabine, un terme qui masquait la vérité. Leurs tâches comprenaient le service des repas, le nettoyage des quartiers et la transmission des messages. Cependant, derrière les portes verrouillées et sous les ponts grondants, leurs responsabilités s'étendèrent davantage. Nombre d'entre eux furent progressivement conditionnés, recevant davantage de nourriture, d'attention, de faux compliments, jusqu'au moment où l'illusion se brisa et où les abus commencèrent. Certains pirates optèrent pour la brutalité directe. Les garçons étaient contraints de s'habiller en femmes, de se coiffer de façon féminine et de changer de nom. Les codes de la piraterie en vigueur dans les Caraïbes et en Afrique de l'Ouest faisaient de référence à des garçons détenus pour le plaisir. Cet euphémisme masquait une exploitation systématique. Dans certains cas, ces garçons étaient échangés entre membres d'équipage ou réservés aux officiers pour un divertissement macabre. Il n'y avait pas de salut, pas de témoins oculaires, personne pour témoigner de leur détresse, et ce silence n'était pas une coïncidence. Il était imposé. Les garçons qui se rebellaient étaient punis, abandonnés ou défigurés. Les survivants comprirent bientôt que l'obéissance signifiait la vie et le silence, la sécurité. Certains endurèrent cette existence pendant des années, mûrissant dans le système même qui les avait consumés. Ce sombre chapitre de la piraterie resta occulté pendant des siècles. Seuls des vestiges épars subsistent, dans les transcriptions judiciaires, dans les aveux étouffés avant les exécutions, dans les pages obsédantes des journaux de bord abandonnés. Rares sont les historiens qui ont osé le reconnaître. Encore moins se sont penchés sur son étude, mais la vérité persiste, tenace. Les pirates ne se contentaient pas de piller les villes. Ils ruinaient l'innocence, et pour chaque carte au trésor découverte, d'innombrables vies étaient de volées dans l'ombre. Sur les ponts des navires pirates, nul monarque ni couronne ne s'élevait. Mais ils détenaient un pouvoir souvent imposé non par l'or ou le statut, mais par la violence et la coercition. Sur ces navires, la domination transcendait la conduite des raids et la distribution du butin. Elle se définissait par celui qui pouvait exercer le contrôle, notamment sexuel. La hiérarchie était claire, le fort asservissait, le faible obéissait. Le capitaine, le quartier-maître et les principaux pillards ne se contentaient pas de gouverner le navire. Ils possédaient les corps de leur équipage, y compris les prisonniers et les subalternes. Le consentement n'était pas un luxe, mais une exigence. L'obéissance n'était pas facultative, elle était obligatoire. Un sourire pouvait être synonyme de salut, un refus pouvait signifier la mort. La soumission devenait une monnaie d'échange. Un marin survivant aux abus pouvait se voir épargner le travail. Un prisonnier résistant à leurs tourments pouvait s'attendre à une punition plus sévère. Résister à toute forme de défiance, refuser de s'agenouiller ou défier un pirate supérieur pouvait entraîner de lourdes sanctions. Mutilation, coups ou être jeté sans ménagement par-dessus bord pendant la nuit, sans qu'on n'en parle plus jamais. Il n'y avait ni loi ni protection, le pouvoir était changeant mais toujours brutal. Même parmi les pirates, les relations suivaient ce schéma pervers. Un ancien camarade qui partageait autrefois nourriture et camaraderie pouvait se transformer en prédateur d'une simple promotion. La domination n'était pas remise en question, elle était une preuve d'autorité, et quiconque détenait le pouvoir ne l'abandonnait pas facilement. Il ne s'agissait pas d'actes passionnés,
mais de démonstrations de pouvoir destinées à briser les esprits, à tester la loyauté et à instaurer l'ordre dans un monde maritime sans frontières. Le navire fonctionnait comme une prison, et le sexe servait de punition. Même ceux qui survivaient physiquement étaient enlacés vides, privés de dignité, d'autonomie et de confiance. Sur Terre, les gens régnaient selon les lois. Mais en haute mer, sous le drapeau noir, le pouvoir était pris par la violence et assuré par le silence. Le navire n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une structure sociale gravée dans la chair humaine. Anne Bonny et Mary Read sont souvent dépeintes comme des figures romantiques, des femmes qui portaient des vêtements masculins, se battaient férocement et naviguaient sous pavillon noir. Pourtant, leurs véritables histoires révèlent une réalité bien plus sombre. Elles ne cherchaient pas seulement l'aventure, elles luttaient pour exister dans un monde qui considérait les femmes comme des marchandises et non comme des égales. Sur les bateaux pirates, le corps d'une femme servait de monnaie d'échange, de cible et d'armes. Nombre d'entre elles devaient maîtriser l'art du flirt, de la tromperie et de la manipulation pour survivre. On raconte que Anne Bonny aurait couché avec de nombreux hommes sur son navire, non pas par affection, mais pour en tirer profit. Mary Read se déguisait en homme pour échapper aux violences sexuelles, ne révélant son identité que lorsque cela lui était bénéfique. La séduction n'était pas une question de plaisir, mais de protection. Ces femmes empruntaient un chemin périlleux. Si elles refusèrent de participer au jeu, elles risquaient le viol ou la mort. S'ils jouaient avec trop d'habileté, ils devenaient des pièces maîtresses de luttes de pouvoir plus vastes. Certains exploitaient leur sexualité pour gravir les échelons, transformant des prédateurs en protecteurs. D'autres exploitaient des prisonniers effrayés ou humiliaient leurs adversaires, utilisant la même arme contre eux, dépassant parfois toutes les limites. On raconte que des femmes pirates infligèrent des tortures sexuelles, orchestrèrent des attaques, ridiculisaient de leurs victimes, décidant même quels captifs seraient épargnés ou maltraités. Elles n'étaient pas toujours des victimes. Parfois, elles devenaient les exécutantes du système même qui cherchait autrefois leur destruction. Sur Terre, leur voix était étouffée. En mer, elles s'adaptaient, mais le prix à payer était lourd. Chaque sourire et chaque fanfaronnade cachaient une histoire de survie baignée de sang, de tromperie et de tragédie. Anne Bonny a dit un jour « Si vous vous étiez battu comme un homme, vous ne seriez pas pendu comme un chien. » Cependant, le véritable combat ne se déroulait pas sur le pont, à l'épée. Il se déroulait dans les recoins obscurs d'un navire où le pouvoir était échangé contre la chair. La justice pirate était rapide, brutale et souvent théâtrale. Lorsqu'il fallait punir, les simples coups ou le meurtre ne suffisaient pas. L'objectif était de dégrader et d'annihiler, ciblant non seulement le physique, mais aussi l'esprit. Rien ne détruisait plus vite un homme que d'être humilié et brutalisé en public, sous les rires résonnants. Les mutins en étaient souvent les victimes. Un marin qui défiait les ordres ou les ordres pouvaient être hissés sur le pont principal, déshabillés et attachés au mât. Là, il endurait moqueries, insultes et crachats, ses cris étouffés par des applaudissements ivres. Le message était sans équivoque. La désobéissance était réciproquement humiliée. Le corps servait de panneau d'affichage du pouvoir. Les esclaves rebelles étaient parfois punis de châtiments similaires. Les pirates croyaient que la honte persistait plus longtemps que la douleur. Ils utilisaient divers outils, tels que des cannes, des cordes et même des canons de fusil pour imposer leur soumission. Ces actes n'étaient pas dissimulés. Ils étaient pratiqués ouvertement. La présence du spectateur était attendue. Parfois, la participation était forcée. Même les captifs, les officiers de marine, les pirates rivaux ou les marchands pouvaient être soumis à ces spectacles. Dépouillés de leurs vêtements, contraints de mendier, contraints de s'agenouiller devant ceux qu'ils méprisaient autrefois. Le but n'était pas la vengeance, mais l'anéantissement. Leur pouvoir, leur masculinité et leur honneur étaient publiquement anéantis. Et lorsque l'alcool coulait à flot, ces châtiments se transformaient en spectacle. Des groupes se moquaient, pariaient sur la durée de l'agonie d'un homme, festoyaient autour des victimes comme à une fête foraine. Dans ces cas, la frontière entre justice et amusement disparaissait. Ce n'étaient pas des événements isolés, c'étaient des rituels. Des lois tacites qui dictaient la vie sous le drapeau noir. Les pirates ne régnaient pas seulement par la peur, ils régnaient par l'humiliation. Car la douleur s'apaise, mais le souvenir des innombrables regards qui ont vu son corps se briser reste indélébile. Et telle était la véritable sentence prononcée en haute mer. Dans les forteresses pirates comme Nassau et Tortuga, il n'y avait pas de souverain. Seulement des pièces, du rhum et des corps. Les bordels n'étaient pas seulement monnaie courante, c'étaient des institutions, non réglementées, violents et intimement liés à l'économie pirate. Ces lieux n'étaient pas des lieux de divertissement, ils servaient plutôt de centres de détention pour les marchandises humaines. La majorité d'entre eux étaient des filles qui s'y étaient retrouvées contre leur gré.
Le trafic de femmes était aussi efficace que celui de marchandises comme le rhum ou les armes. Certaines étaient achetées directement, tandis que d'autres étaient louées pour de courtes périodes, comme des nuits, des semaines ou une durée indéterminée. Nombre d'entre elles étaient réduites en esclavage ou enlevées des territoires se coloniser, perdant leur identité dès leur arrivée sur l'île. Les pirates les compensaient par de l'argent, des promesses ou des faveurs. Le corps d'une femme pouvait régler une dette, conclure un marché ou permettre l'embarquement sur un navire. Certains bordels fonctionnaient comme des centres de recrutement. Un jeune cherchant à rejoindre un équipage pouvait recevoir une femme en cadeau lors de son initiation. Ce n'était pas un acte de gentillesse, mais plutôt une épreuve de loyauté, de domination et de capacité à consommer sans scrupule. Ceux qui refusaient étaient aperçus comme faibles. Ceux qui obtempéraient devenaient en partie intégrante du système. Les tenancières qui dirigeaient ces bordels le faisaient d'une main de fer, mais elles aussi étaient prises au piège. Fréquemment, les captifs apprenaient des techniques de survie qui les transformaient en gardiens, réprimant toute résistance. S'échapper était un rêve inaccessible. La maladie était répandue, la grossesse impitoyable, et toute tentative d'évasion était punie publiquement et fatalement pour les femmes. Les bordels, non seulement approvisionnaient les navires, mais façonnaient aussi une culture où le pouvoir se mesurait au nombre de corps que l'on pouvait contrôler, blesser ou abandonner. Chaque escale signifiait un nouveau marché, une nouvelle blessure, une autre âme perdue pour une pièce et un verre. Dans les villes pirates, le sexe ne s'achetait pas. Il était volé, sans qu'on s'enquière de ce qui avait été volé. Une grossesse sur un navire pirate n'était pas célébrée comme une vie, mais perçue comme une malédiction. L'équipage ne se réjouissait pas à l'annonce de la grossesse d'une captive. Il paniquait plutôt face aux implications de responsabilité, de permanence et de fardeau moral, concept étranger sous le drapeau noir. Les pirates ne suivaient aucune règle, ne reconnaissaient aucune autorité, et le concept de paternité remettait en question leur chaos par quelque chose de terrifiant, les conséquences. Les captives enceintes étaient soit abandonnées, soit utilisées comme trophées par les pirates. Les premières, leur corps dévoré par la mer sans que personne ne puisse les interroger, tandis que les secondes servèrent de preuve de la domination des pirates, leur ventre gonflé gravé d'un héritage brutal. Ces femmes étaient promenées dans les ports, moquées, contraintes de servir et traitées comme des pièces à conviction, témoins vivants du pouvoir pirate. Les enfants nés de ces unions n'avaient aucun droit, voués à une vie d'obscurité. Leurs histoires s'achevaient dans le silence blanchi par le soleil des côtes oubliées. Pourtant, toutes les captives enceintes ne périrent pas ou ne furent pas utilisées comme trophées. Certaines furent épargnées, mais vécurent avec les marques indélébiles de leur calvaire. Nées dans une existence sans loi, trop impitoyable pour la civilisation, trop humain pour la bande de pirates. Nombre d'entre eux périrent en bas âge, d'autres furent troqués, vendus ou abandonnés dans des bordels comme des dettes sans valeur. Dans ce monde sans loi, la vie ne commençait pas à la naissance, mais par l'utilité. Si une femme enceinte ne pouvait remplir une mission, son histoire n'était jamais racontée. Les récits de pirates d'aujourd'hui les dépeignent comme des rebelles pleins d'esprit, arborant des dents en or et des rires bruyants et arrosés de rhum. Cependant, sous des couches de mythes séculaires se cache une triste réalité. Sous les cache-œils et les perroquets se trouvait un monde où le sexe n'était pas un plaisir. C'était une arme, un instrument de terreur, un moyen d'exercer un contrôle. Les pirates ne se contentaient pas de piller les ports, ils pillaient les corps. Ils cultivaient une culture où la domination sexuelle, physique et psychologique était ancrée dans chacun de leurs actes. Des documents judiciaires du XIXe siècle évoquent froidement les actes contre nature et les libertés brutales prises avec les captifs. Des journaux retrouvés font allusion à des nuits qu'il vaut mieux ne pas décrire. Les murmures des survivants évoquent des rituels obsédants, trop horribles pour être rendus publics. La vérité ne s'est pas estompée. Elle a été occultée en raison de son caractère insupportable. Il ne s'agissait pas d'actes de colère spontanés, mais de schémas de violence bien organisés. Sur chaque navire, une structure de pouvoir régnait, non seulement imposée par l'épée, mais aussi par le silence. Les captifs étaient répartis, troqués ou jetés. Les garçons étaient transformés en possessions. Les femmes étaient punies pour des expressions jugées inappropriées, comme un sourire insuffisant ou des pleurs excessifs. Les rapports sexuels n'étaient pas affectueux, ils étaient tactiques. La terreur servait de méthode de contrôle, et pourtant, les récits perdurent. Trésors à trouver, évasions audacieuses, bagarres arrosées. Cependant, les cartes aux trésors authentiques, celles qui n'ont jamais été dessinées, mènent à des îles oubliées, des tombes peu profondes et des épaves submergées. Des lieux où le X ne signifie pas or, mais quelque chose de bien plus dense.
Ces histoires ne figurent pas dans les manuels d'histoire, ils vivent dans les recoins sombres, partagés entre de vieux documents judiciaires, des ossements érodés et des objets que les musées refusent d'exposer. Mais ils existent. Sous leur influence, les traditions que nous perpétuons et les vérités que nous dissimulons résonnent encore aujourd'hui. Sous cette bannière menaçante, aucune sainteté n'a été épargnée, ni la vie, ni l'affection, ni les souvenirs. Il semble que certains mystères étaient destinés à rester inconnus.